qu'est-ce qu'on évite? Parce qu'on dit tout le temps, les ACE, c'est super important, les bêta-bloqueurs, c'est super important. C'est super important chez le patient symptomatique. Jusqu'à quel point ça prévient les complications chez le patient asymptomatique. Alors, vous connaissez les prototypes. C'est des gens qui sont dans la salle d'attente présentement. Là, vous irez les voir par la suite. Mais essentiellement, c'est bâti sur des études prospectives. Je vous rappelle que c'est des études qui datent de l'ère pré-cathétérisme cardiaque, pré-angioplastie primaire. Ces patients-là, c'est maintenant, comme je vous propose, c'est des patients qui sont différents lorsqu'ils sont revascularisés. Donc, je vous rappelle que le projet SOLVE, c'est un projet qui comprenait 6 700 patients, mais il y avait deux études dans SOLVE. Il y avait SOLVE Prevention puis SOLVE Treatment. Donc, le SOLVE Treatment, c'est 2500 patients symptomatiques de leur insuffisance cardiaque. Puis dans SOLVE Prevention, 4000 patients asymptomatiques. Asymptomatiques, c'est intéressant puisqu'ils sont en classe 1 et en classe 2. On va dire asymptomatiques ou minimalement symptomatiques. Et puis, la plupart de ces patients-là, il n'y avait pas d'autres traitements. Donc, bref, on est dans une étape là, beaucoup plus longue. Est-ce qu'on les sauve, ces patients-là? SOLVE Prevention, entre l'énalapril 2 fois par jour et le placebo, il n'y a pas eu de diminution de mortalité. Il y a eu 8 c'est quand même intéressant, mais pas de diminution de mortalité. Alors, ce qu'on a prévenu, c'est surtout le développement d'insuffisance cardiaque. Donc, en thérapie combinée, en point combiné sur le décès et le développement d'insuffisance cardiaque, là, une valeur de P qui est significative. Puis, bien entendu, ça nous intéresse. Pourquoi? La réduction de la première hospitalisation pour insuffisance cardiaque, donc le patient quitte l'hôpital, puis à un moment donné, il va revenir avec une complication. Bon, on réussit à réduire non seulement le nombre, mais le time to hospitalization. Je vais vous parler des deux. Donc, c'est intéressant. Ça protège la détérioration future du muscle cardiaque. Je vous rappelle que c'est un muscle cardiaque qui n'avait pas été revascularisé pour la plupart. Donc, le temps à la première hospitalisation, le temps moyen ou le temps médian, 13 mois chez le groupe placebo, 27 mois. Donc, non seulement on retarde le nombre, on retarde l'échéance. Puis le temps médian pour le développement, là, ça c'est le first. Pour le développement de l'insuffisance cardiaque clinique, c'est-à-dire c'est 8,3 contre 22. Donc, on retarde l'apparition des symptômes, on retarde l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Si on regarde en termes de nombre, 32 ce que ça veut dire, il y a eu 184 hospitalisations dans le bras enalapril, 273, donc une réduction du nombre brut d'hospitalisations, stabilisation cardiaque. Bon, intéressant, ce qui va faire pencher les lignes directrices pour donner un ACE inhibitor aux patients avec dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, une étude qui est relativement probante, surtout comme stabilisateur cardiaque, pas pour la mortalité. Donc, en termes de chiffres, développement de l'insuffisance cardiaque, les chiffres que je vous ai montrés, 30 à 20, diminution de risque relatif de 37 Bien entendu, l'apparition de traitements contre l'insuffisance cardiaque, ça aussi c'est significatif, mais vous comprenez très bien que les deux sont relativement reliés. Première hospitalisation, multiple hospitalisation, donc les hospitalisations récurrentes, 4,8 contre 2,7. Ça, c'est une fois que le patient rentre à l'hôpital, c'est le patient qui revient. Le décès, je vous l'ai déjà présenté, décès hospitalisation. Ça aussi, c'est des données que je vais présenter. Donc, intéressant, mais surtout à saveur d'hospitalisation. Donc, par où commencer? Une pharmacothérapie combinée. Bon, là, on n'est pas encore combiné, on n'a pas encore fixé le premier agent, mais donc, chez le patient souffrant d'insuffisance cardiaque, donc, ce que le consensus canadien classe 1 niveau A, tous les patients. Ça ne marche plus bien notre affaire. Plus de piles. Donc, chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection en bas de 40 ils devaient être traités. Ça pourrait être la diapositive finale. Hop, c'est revenu. Donc, c'est beau, c'est beau. Simon, c'est revenu. Donc, chez les patients souffrant d'insuffisance... Il est insuffisant cardiaque, mon pointeur. Ah. Donc, chez le patient avec dysfonction ventriculaire gauche, si on pourrait résumer une slide, la réponse à votre question, les patients devraient être traités avec un ISCA et un bêta-bloqueur, sauf dans le cas d'une contre-indication particulière. On va voir ça, c'est Malcolm Peter qui a signé ces recommandations-là en 2006. Je me rappelle qu'Annick Ducharme avait dit « Pourquoi vous présentez ça? C'est des vieilles affaires. » Mais essentiellement, je pense que ça vaut la peine. Un, parce que c'est une clientèle qu'on ne voit pas, à l'exception des patients post-infarctus. Puis c'est intéressant de revoir les données puis jusqu'à quel point on est d'accord. Donc, si je résume ça à tout le monde, sauf contre-indication, on donne un ACE, puis on top of that, on donne un bêta-bloqueur. On va voir si tout le monde est d'accord avec ça. Donc, les études, je vous en ai présenté pas beaucoup, mais essentiellement, c'est de revoir consensus, SOLVE Prevention, SOLVE Treatment, SAVE, AIR et TRACE. Il y en a des études qui nous démontrent ça. Bien entendu, ce que je vous dirais, c'est que les bénéfices des inhibiteurs d'enzymes de conversion ont diminué avec le temps, que l'on prenne les évidences de HOPE à Europa à PEACE. Vous le voyez, on voit étioler un peu le bénéfice. Ce que je vous dis, ça représente surtout la réalité des années 80.
HOPE, certains des patients avec fraction d'éjection en bas de 40 %, je vous rappelle qu'on n'était pas supposé d'avoir des patients avec dysfonction ventriculaire gauche dans HOPE. Malheureusement, il y en a certains qui se sont glissés dans le programme, puisqu'on a démontré chez ces patients-là, c'est une protection de la survenue d'insuffisance cardiaque. Et puis dans le Fall Prevention, c'est ce que je vous ai montré. Bref, on a des évidences chez le patient asymptomatique et asymptomatique. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle, on a suivi ces patients-là dans le temps, parce que des fois, on se dit, bon, ben, c'est bon pour 3-4 ans, est-ce que c'est bon au long terme? Bien, si on les suit longtemps, comme dans EXALVE ou dans HOPE-2, donc on les suit plus longtemps, 10 ans, 12 ans, le patient bénéficie de façon progressive et continue de l'inhibition de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone. Essentiellement, c'est les données que je vous démontre ici. AIR-X, un peu plus long, mais surtout SALT Prevention à 12 ans. Vous voyez que les courbes changent encore, mais ce que je vous invite à réaliser aussi, bon, non seulement la période de l'essai, mais le bénéfice progressif continue, mais c'est la morbidité et la mortalité de ces patients-là. Donc, on n'a pas fini la bataille, l'importance de continuer au long terme. Ces données, on va les passer. Donc, après ça, les bêta-bloqueurs. Donc, les bêta-bloqueurs, on dit que c'est super important, puis je suis d'accord, on pourrait même, on en parlait à Simon tantôt, entre les deux, on devrait-tu favoriser plus le bêta-bloqueur que l'ACE inhibiteur. Moi, j'ai un penchant pour ça. Je pourrais vous le dire en période de questions si vous voulez, mais je pense que le bêta-bloqueur, là, c'est pas mal bon. Donc, mais essentiellement, donc, ce que le consensus nous dit, chez tous les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection en bas de 40, d'utiliser les bêta-bloqueurs ayant fait l'objet de preuves scientifiques. Il y a un point très important ici, je vous rappelle, tous les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, donc des patients symptomatiques d'insuffisance cardiaque. Donc, on a des preuves, je vous rappelle, c'est MERIT, CBIS-2 et Copernicus. Tous les patients stabilisés présentant des symptômes, incluant les patients qui présentent un symptôme de classe 4, ça c'est bien clair encore. Mais donc, patient insuffisant cardiaque, donc qui a présenté une image clinique. On va voir jusqu'à quel point ça correspond à tout ça. Fait que si on regarde un peu l'algorithme de traitement, vous les connaissez déjà, puis on va présenter encore beaucoup durant la fin de semaine le rôle du resynchronisateur. Mais là, on est ici, là, le patient asymptomatique. Le patient asymptomatique, ce que l'on dit, c'est que tous les patients devraient avoir une approche non pharmacologique. La plupart des patients, ceux qu'on suit ici, c'est les patients là, à nos cliniques d'insuffisance cardiaque, mais essentiellement, ce que l'on a, c'est un ACE inhibitor à tout le monde, puis vous voyez qu'il y a une espèce de décalage pour ce qui est de l'ajout des bêta-bloqueurs. Donc, ce qui nous reste à déterminer ensemble, c'est de dire, est-ce qu'on ramène les bêta-bloqueurs chez tout le monde? Puis ça va être intéressant peut-être en période de questions. Je vais me chicaner avec Simon tantôt pour dire, est-ce qu'on devrait les donner à tout le monde ou pas? Mais donc, on pourrait regarder les guidelines américains. Je vous rappelle, c'est leur 4 stades. On va le simplifier avec 2 stades. Le stade A, les patients qui sont à risque sans atteinte structurale. Qu'est-ce que les Américains nous recommandent? Ils nous recommandent de traiter l'hypertension, traiter les lipides, encourager l'exercice, décourager l'alcool. Puis eux nous recommandent un ACE inhibitor à tout le monde. Donc, un modulateur du système rénine-angiotensine-aldostérone à tout le monde. Intéressant. Je pense bien que les consensus sont relativement clairs. Je vous rappelle qu'au niveau du Canada, le consensus est moins clair puisqu'il nous laisse donner chez le patient en hypertension autre chose qu'un modulateur du système rénine-angiotensine, mais en tout cas, pour en avoir discuté avec l'ensemble des spécialistes dans notre région sur nos tables consensuelles, nous, on s'approcherait beaucoup d'un consensus comme celui-là. Le stage B, le patient qui a une maladie structurale asymptomatique, ça c'est le discours d'aujourd'hui. Le patient qui a une évidence de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, bien entendu, toutes les mesures que vous aviez là, ACE inhibitor chez les patients appropriés, probablement qui veulent dire en l'absence de contre-indication ou d'effets secondaires. Puis, bêta-bloqueur chez les patients appropriés. Donc, ce n'est pas très, très clair, c'est qui ça, les patients appropriés pour les bêta-bloqueurs, mais il laisse une fenêtre pour dire peut-être pas chez tout le monde. Puis, regardez, ça, c'est le résumé que Jessup en a fait dans le New England en 2003. Donc, ce qu'il nous dit, c'est la réduction des facteurs de risque, la prise en charge, l'éducation familiale, traiter l'hypertension, le diabète. Puis, regardez, le patient au stage B, il est ici. Il va vraiment changer, par exemple. Donc, le patient au stage B, il est ici. Le patient sans symptômes, c'est la case qui est rouge. Donc, ACE inhibitor ou ARB chez tous les patients, bêta-bloqueur chez des patients sélectionnés. Donc, il vous laisse la liberté. Je vais le prendre. Tu l'as-tu gardé? Là? Ça ne marche pas toute mon affaire. Là, l'autre est parti. Il est parti. C'est sauvé. Appelez l'ambulance. Mais donc, je vous rappelle, ici, chez les Américains, ils laissent un degré de liberté pour donner ou non le bêta-bloqueur. Je vais vous passer celle-là, mais essentiellement, je vous rappelle que tout ça, ça fait partie d'une kyrielle d'études. Ce qui est intéressant, on les voit. Je vous rappelle qu'il y a
3 couleurs ici. Hein. Vous avez les études positives qui sont en orange, les études borderline, ça j'aime ça. Borderline, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis il y a les études négatives, mais bref, hein, on en a des thérapies de la dysfonction systolique. Donc ça, c'est le champ thérapeutique de nos patients symptomatiques. Asymptomatiques, comme vous avez vu, le champ est un petit peu moins grand. Mais donc, consensus canadien, si on y retourne encore, celui de 2006, bon, c'est les symptômes sévères, tout ça, mais donc, en présence d'une insuffisance cardiaque systolique et d'une fraction d'éjection abaissée. Donc, ça ne marche pas. Mais donc, en présence d'une fraction d'éjection abaissée, ce qu'on recommande, c'est de donner un ACE et un bêta-bloqueur à tout le monde, mais on va regarder si c'est ça qu'ils disent dans le texte, par exemple. Là, je vous ai sorti le texte intégral, copier-coller, je n'ai rien inventé. Donc, la recommandation consensuelle de l'insuffisance cardiaque en 2006, puis je l'ai laissé en anglais pour être bien sûr que ça ne s'est pas lost in translation. Mais donc, les inhibiteurs d'enzymes de conversion devraient être utilisés le plus rapidement possible après un infarctus aigu du myocarde, et ça devrait être continué indéfiniment si la fraction d'éjection est en bas de 40 % ou si l'insuffisance cardiaque aiguë complique un infarctus du myocarde. On est probablement d'accord avec ça. Les ACE inhibitors devraient être donnés chez tous les patients asymptomatiques avec une fraction d'éjection inférieure à 35 %. Je vous rappelle que le soft prevention, c'était 35 % puis le guideline, c'est les concordants. Donc, pas chez tous les patients avec dysfonction ventriculaire gauche, nos plus sévères, fraction d'éjection à 35 %. Puis les ACE inhibitors devraient être donnés à tous les patients, bien entendu symptomatiques, mais ça l'exclut les patients d'aujourd'hui. Mais donc, le patient symptomatique, pas à partir de 40 %, à partir de 35 %. Donc, les patients, pour la recommandation pour les bêta-bloqueurs, tous les patients insuffisants cardiaques, pas la dysfonction asymptomatique, là-dessus, youpi, j'ai fini, ça tombe bien. Je suis dans mon temps qui est 9 minutes, je suis fini en avance. Donc, tous les patients insuffisants cardiaques avec une dysfonction ventriculaire gauche en bas de 40 devraient recevoir un bêta-bloqueur. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent exactement. Hein, ils nous disent heart failure, pas la dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, contrairement à l'autre qui, elle, est encadrée. Je vous rappelle que le ACE, on parle du patient asymptomatique, tandis que pour les bêta-bloqueurs, on parle de heart failure. Ça dépend de ce que l'on veut dire. Pour eux, que veut dire heart failure? On va aller voir dans leurs practical tips. Ce qu'ils nous disent dans le practical tips, c'est que les patients en classe fonctionnelle New York Heart Association 1 et 2 peuvent être initiés et traités par les bêta-bloqueurs, par les non-spécialistes, par les généralistes. Puis c'est un point de vue là, qui est répandu à travers nos populations. Mais si on regarde aussi dans l'appendice de la New York Heart Association du Guidelines, la définition de la classe 1, c'est sans symptômes. Donc, voyez-vous, on est dans la zone grise où est-ce qu'on devrait... Le patient en classe 1 asymptomatique, pour moi, il n'est pas insuffisant cardiaque, il a une dysfonction ventriculaire gauche. Puis c'est pour ça que vous voyez une espèce de zone grise pour la recommandation chez tous les patients. Puis je vous rappelle, c'est bien beau parler de recommandations. Si on dit que nos patients insuffisants cardiaques ne prennent pas toujours leur pilule, imaginez-vous un patient qui est complètement asymptomatique, il va les prendre encore moins. Puis je vous rappelle que la non-compliance, ici c'est une donnée, on pourrait en donner plusieurs, mais la non-compliance, c'est 24 % des patients qui vont compliquer. Donc, on a de la misère chez nos patients symptomatiques. Imaginez le patient qui n'a pas du tout de symptômes, le bourré de pilules. Bien entendu, à moins qu'on considère que le traitement est inapproprié, fait que peut-être qu'il faudrait donner des bêta-bloqueurs chez tout le monde pour prévenir les complications. Fait que je vais m'arrêter là en avant de mon temps, ce qui est exceptionnel, parce qu'habituellement, je déborde tout le temps. Probablement parce que je ne voulais pas me faire chicaner. Donc, on va rouvrir la présentation pour discussion. C'est sûr que je voulais faire ça un peu controversé, parce que sinon, comme je vous dis, je vous aurais présenté essentiellement 3 slides. Merci.